On dit souvent que les petites villes ont une mémoire, qu'elles gardent les secrets, les souvenirs, les fautes, et qu'elles les enterrent sous des couches de silence aussi épaisses que les racines de leurs arbres centenaires. Pourtant, malgré les légendes et les histoires murmurées au coin des rues, je n'avais jamais pensé que ma ville, la mienne, pouvait vraiment cacher quelque chose de vivant, quelque chose qui attendait. Ce que je vais raconter ici n'est pas une histoire qu'on publie dans les journaux, ni un conte qu'on partage autour d'un feu pour effrayer les enfants. C'est la vérité nue d'un endroit rongé par un pacte si ancien que même ceux qui l'ont créé n'en comprenaient plus les conséquences. Et si vous restez jusqu'au bout, souvenez-vous d'une chose, les villes ne mentent jamais. Les habitants, eux, si. Je n'aurais jamais imaginé voir la moitié de la ville se rassembler pour enterrer un homme qu'au fond, personne n'appréciait vraiment. Ricky Eldon, pompier massif à la voix qui portait trop loin, était du genre à transformer chaque anecdote en épopée personnelle. Il avait combattu un incendie en 2008 comme s'il avait libéré Saïgon lui-même. Pas un monstre, non, mais pesant, bruyant, fatigant. Malgré tout, dans une petite ville comme la nôtre, même les personnes qu'on ne supporte pas deviennent des piliers, des repères, des silhouettes familières qu'on s'attend à croiser toute sa vie. C'est peut-être pour ça que ce jour-là, l'émotion qu'on aurait dû voir n'était pas là. Aucun sanglot, aucun tremblement, uniquement la peur. Une peur compacte qui semblait flotter au-dessus des têtes comme une brume lourde. Les gens whisperaient entre eux, les yeux rivés sur des ombres qui n'existaient pas. À ma droite, Mrs. Harlan, voûtée comme un roseau trop sec, répétait la même phrase, encore et encore. « C'est plus tôt que la dernière fois. » Derrière moi, deux hommes parlaient si bas qu'ils pensaient que je ne les entendrais pas. « Ça recommence. 27 ans, comme une horloge. » Je les avais déjà entendues, ces histoires, toute ma vie même. Le cycle noir, la malédiction, les morts étranges qui n'avaient jamais d'explication concrète. Mais cette fois, quelque chose clochait vraiment. Parce que personne n'avait été capable d'expliquer comment Rick avait brûlé à mort dans un silo vide. Pas d'enquête, pas de shérif envoyé, pas même un rapport du marshal de l'État. Juste un cercueil fermé, une mise en terre rapide et surtout un silence oppressant, presque institutionnel. En allant à la cérémonie, j'avais voulu voir l'endroit moi-même. Le silo Eldon, ou plutôt ce qu'il en restait. Lorsque je suis arrivé, mon cœur avait raté un battement. Le silo n'était plus une structure métallique tordue par les flammes. Non. C'était devenu un cercle parfait d'un noir profond, une empreinte ronde, nette, presque géométrique, comme si quelqu'un avait appuyé un immense verre chauffé à blanc sur la terre. Au centre, là où Rick avait péri, la forme se rétrécissait, un ovale, puis une forme plus précise, large aux extrémités, étroite au milieu, des bords irréguliers, acérés, des dents, une bouche ouverte. Un frisson glacé m'avait traversé l'échine, une sensation presque familière, comme si une partie de moi reconnaissait quelque chose que mon esprit, lui, refusait pleinement de comprendre. Je n'étais pas resté longtemps, juste assez pour que la nuit me trouve encore là, figé devant la trace brûlée,
comme devant une tombe gigantesque. Cette nuit-là, j'ai rêvé. J'étais sous terre, enfoui dans l'obscurité, et autour de moi, partout, il n'y avait que des rangées de dents, et au-dessus, une respiration, lente, immense, affamée. Je m'étais réveillé en sueur, incapable de retourner travailler, incapable même de fermer les yeux sans revoir l'empreinte du silo. J'avais besoin de réponses, et dans une ville comme la nôtre, il n'y avait qu'un seul endroit où les vieux secrets dormaient encore: le musée municipal. Le bâtiment ressemblait à un grenier oublié par le temps. Poussière stagnante, objet que plus personne ne voulait assumer, souvenir abandonné. La conservatrice me regarda à peine lorsqu'elle me donna accès aux archives. C'est en bas. Si quelque chose vous mord, c'est pas notre problème. Charmant. L'archive sentait le papier humide et le métal froid. Des rangées de classeurs, des vieux journaux soigneusement rangés ou laissés là pour pourrir lentement. Je me lançais dans les registres de décès, le même pic, régulier, implacable, tous les 27 ans. Et toujours des morts absurdes, un vieil homme brûlé vif, un pasteur pendu dans sa propre église, un enfant noyé dans un lac, asséché. Ce n'était plus une rumeur, c'était un motif que personne n'avait voulu regarder en face. Puis je tombai sur le dossier 1998, des comptes rendus du conseil municipal. Et ce que j'y lus me glaça. Un comité de sélection, une liste de récipiendaires, des noms effacés à l'encre noire, et une phrase terrifiante. Consentement acquis. La bouche demeure scellée. Quelle bouche, quel consentement! Je tournais les pages nerveusement jusqu'à trouver un mot griffonné, coincé dans un coin du dossier. Si la liste est incomplète, prévenir les anciens. Aucun cycle ne peut commencer sans sélection unanime. Cette phrase m'avait frappé comme un coup de poing. Quelque chose clochait cette année. Je sortis un vieux plan de la ville. Je comparais, je croisais, puis je trouvai un point minuscule, presque effacé. Voltmouth, la bouche volte. Un endroit oublié de tous, volontairement, et marqué d'un nom que la ville entière avait essayé d'effacer. C'est à ce moment-là, à cet instant précis, que je compris. Je n'aurais jamais dû ouvrir ces dossiers. Et pourtant, je n'avais plus le choix. Je remis les documents en place, mais une feuille glissa hors du dossier, comme si elle avait attendu que mes mains tremblent assez pour se libérer. Un papier plus épais que les autres, plus ancien, presque fragile au toucher. C'était un arbre généalogique, celui des premiers habitants de la ville. Une multitude de noms reliés par des branches et des sillons rouges. Certains étaient barrés d'un trait vif, d'autres encerclés. Des dizaines de vies, des lignées entières, évaluées, annotées, rayées comme des comptes dans un vieux registre qu'on aurait mis à jour à chaque cycle. Je parcourus les noms, d'abord mécaniquement, puis plus lentement. Et quand mes yeux tombèrent sur le mien, j'eus l'impression que la pièce se rétrécissait autour de moi. Mon nom.
écrit à l'encre pâlie, et autour, un cercle rouge, épais, insistant. Comme si quelqu'un avait planté le crayon tellement fort que le papier avait failli se déchirer. À côté, griffonné à la hâte, « Scellez la bouche ». Je reculai d'un pas. Le sol sembla onduler. L'air se contracta. C'était comme si quelqu'un du passé avait posé sa main froide dans ma nuque, comme si l'arbre généalogique n'était pas un document d'archives, mais un message, un avertissement. Je compris alors que ce qui arrivait à cette ville n'était pas un hasard, ni une légende transmise de génération en génération. Ma famille avait été impliquée. Non, elle avait été centrale. La peur, brutale et sourde, me serra la poitrine. Je devais parler à quelqu'un qui savait. Il ne restait que 2 anciens ayant survécu au cycle de 1971. L'un avait perdu la parole, l'autre, on disait qu'elle avait perdu la tête. Son nom, Dolores Quint. La maison de Dolores était un cube jauni posé au bout de Birch Lane, une façade qui semblait retenir son souffle depuis 50 ans. Les volets pendaient, l'herbe poussait comme une forêt miniaturisée et la porte avait cette couleur éteinte des choses trop longtemps observées par le soleil. Je frappai une première fois. Silence. Une deuxième fois. Toujours rien. J'étais prêt à partir quand les loquets commencèrent à claquer. Clac, 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 clac. La porte s'entr'ouvrit, laissant apparaître un œil clair, presque vitreux. « Vous êtes le garçon Moorcroft ?» Je ne savais pas si elle parlait de moi ou de mon père. Je n'ai pas eu l'énergie de préciser. L'intérieur sentait la poussière, les médicaments mal fermés et un tapis humide. Elle marchait à petits pas, glissant presque sur le sol, comme si elle connaissait chaque irrégularité du parquet par cœur. « Du thé ? Faut-il faire du thé ? Je ne sais plus. » Je pris une inspiration. « J'ai des questions, Dolores, sur 1971, sur les morts, sur Voltmouse. » Elle se figea. Son dos se raidit. Sa tête pivota à peine, mais ses yeux devinrent nets, comme si toute la brume dans son esprit venait de s'évaporer d'un coup. « Tu n'aurais pas dû prononcer ce nom. Ce nom n'appartient qu'aux choisis et aux choisissants. » Ma gorge se serra. « J'ai trouvé des documents, des procès-verbaux du conseil, des notes. » Elle souffla un rire sec, un rire sans joie. « Ils ne choisissent plus, tu sais. Voilà pourquoi ça est en colère. » Ça ? Elle s'inclina vers moi, les doigts serrant le tissu de son fauteuil jusqu'à blanchir. La bouche, le gouffre, le ventre qui écoute. Ça ne veut pas un corps. Ça veut la décision. C'est le pacte. Je sentis mes mains devenir moites. Et si personne ne choisit ? Elle articula chaque mot comme une condamnation. Alors, la bouche prend. Et elle continue de prendre jusqu'à être rassasiée. Ses yeux dérivèrent soudain vers la fenêtre, écarquillés, comme si une silhouette invisible venait de passer derrière le rideau. Puis son regard se vida. Son visage s'affaissa doucement. La confusion retomba sur elle comme une chape de plomb. « Qui êtes-vous ? Où suis-je » Je voulus l'aider, la rassurer. Mais avant que je ne recule, sa main se referma brutalement sur mon poignet. Ses yeux retrouvèrent leur clarté. Et sans un souffle de trop, elle murmura « Prononce son nom, à voix haute, avec intention. Il écoute. » Puis elle retomba, inerte, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Je sortis de chez elle tremblant,
le souffle court. J'avais à peine posé un pied sur l'allée que le vacarme déchira tout le quartier. Un crissement atroce, un klaxon, puis un choc métallique violent, irréel. Je courus. À 50 mètres, une voiture s'est écrasée contre un poteau téléphonique. L'avant était réduit à un accordéon de métal froissé. La portière conducteur pendait, ouverte, vierge. Personne dedans, personne autour, pas une trace au sol, pas une goutte de sang. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas la première mort, c'était juste le premier repas. L'accident n'avait laissé que des questions sans réponse, un vide tangible, une absence plus lourde que n'importe quel cadavre. Je restais plusieurs minutes immobile, incapable de détacher mes yeux de cette portière ouverte comme une bouche béante, une invitation ou néant. Quand je finis par bouger, mes jambes tremblaient. Je n'avais plus la force de faire semblant, plus la force d'ignorer ce que la ville murmurait en silence depuis des décennies. La carte ancienne trouvée dans les archives me revenait en tête, ce petit mot presque effacé, cette cicatrice sur le papier, Voltsmouth, le nom que Dolores avait supplié de ne pas prononcer. Je compris que je ne dormirais plus tant que je n'aurais pas vu cet endroit, tant que je n'aurais pas affronté ceux qui vivaient sous cette ville depuis plus d'un siècle. J'y allais au crépuscule. Le soleil s'écrasait lentement derrière les arbres, projetant des ombres déformées sur les champs. Quand je quittais la route asphaltée pour prendre un chemin de terre, j'eus la sensation étrange de quitter le monde réel, comme si les lois ordinaires, le vent, les odeurs, la lumière, commençaient à hésiter. Je marchais longtemps. Les oiseaux cessèrent de chanter. Puis même les insectes, les bruissements, les craquements d'herbes sèches, tout disparut. Une forêt sans bruit, c'est une forêt morte. Mais là, ce n'était pas la mort, c'était l'attente. Les arbres s'écartèrent d'un coup, comme s'ils avaient été taillés par une main géante. Je tombais sur ce qu'il restait d'une clôture, des piquets à moitié pourris, du fil barbelé qui s'effritait au toucher, des pancartes rongées par le temps. Mais ce n'étaient pas les mots effacés qui m'effrayèrent, c'étaient les symboles gravés dessus, des cercles, des spirales, des triangles alignés comme des dents, et une phrase en latin à moitié brûlée, mais encore lisible, « Non eligimus carnem, caro nos eligit ». Nous ne choisissons pas la chair nous choisit. Je sentis les poils de mes avant-bras se hérisser. Le vent tomba d'un coup. Un silence profond s'abattit. Un silence affamé. Je franchis la barrière. Erreur ou nécessité. À l'intérieur, rien ne poussait. Pas une herbe, pas une racine. Même la terre semblait morte, réduite à une poussière grisâtre. Et au centre de la clairière, un trou. Parfait, circulaire, un puits sans margelle, un gouffre. Je m'approchais, le cœur gonflé de pulsations sourdes. En regardant de plus près, je vis que les parois n'étaient pas simplement des pierres, elles étaient sculptées en spirale, comme si quelque chose ou quelqu'un avait glissé des milliers de fois le long des parois, creusant des sillons réguliers. Je me penchais, le fond était invisible. Totalement noir. Je ramassais un caillou, je le laissais tomber. Rien. Pas d'impact, pas d'écho, juste un silence qui avalait absolument tout. C'est alors que mon regard tomba sur une plaque de métal, partiellement encastrée dans la terre, une plaque d'acier corrodé, épaisse, rivets massifs et surtout des noms gravés, rangés après rangés,
Écrit à la main, comme un carnet de présence macabre, je parcourus la liste du doigt, des personnes inconnues, des morts oubliées, des sacrifices. Puis, Walter Moorcroft, mon père. Le dernier nom gravé. J'eus un haut le cœur, un mélange de vertige et de trahison. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi son nom à lui? Pourquoi le dernier? La plaque vibrait presque sous mes doigts. Où c'était mon corps? Impossible de savoir. Je reculais. Je n'osais plus respirer. Je m'enfuis de la clairière sans regarder derrière moi, certain que si je me retournais, quelque chose me regarderait depuis ce puits noir et affamé. Quand j'arrivai chez moi, la nuit était tombée entièrement. Mon cœur battait encore si fort que j'en avais mal à la gorge. Je poussai la porte, et il était là, assis dans ma cuisine, comme s'il m'attendait depuis des heures, les épaules affaissées, les yeux creusés, les mains tremblantes. Mon père. Pas un appel, pas un avertissement, juste lui, dans ma lumière, comme un fantôme qui n'avait pas eu la décence de s'annoncer. Il releva la tête. Sa voix était éraillée, presque méconnaissable. « Tu n'aurais jamais dû aller là-bas. » Je restai figé. Il passa une main sur son visage, comme s'il tentait d'effacer une douleur intérieure. « Assieds-toi. Il faut que je te parle. » Je ne m'étais même pas encore assis que je sentais déjà que quelque chose était brisé en lui. Pas une fissure, non. Un effondrement. Il inspira, comme un homme qui s'apprête à ouvrir une tombe. « Je sais ce que tu as découvert. Les archives, Dolores, le trou, la bouche. » Il prononçait ces mots comme si chacun lui arrachait un morceau de gorge. J'avais 1000 questions, mais aucune n'arrivait à franchir mes lèvres. Je sais ce que tu as découvert. Les archives, Dolores, le trou, la bouche. Il prononçait ces mots comme si chacun lui arrachait un morceau de gorge. J'avais 1000 questions, mais aucune n'arrivait à franchir mes lèvres. Les gens pensent que cette ville est maudite. C'est faux. Elle n'est pas maudite. Elle a passé un marché. Je déglutis. Quel marché? Il me fixa droit dans les yeux et je vis pour la première fois une peur que je ne lui connaissais pas. Une peur ancienne, enracinée. En 1890, les fondateurs ont fait un pacte avec ce qui vit sous terre. Ils l'appelaient la bouche, l'écouteur, le profond. Peu importe le nom. Ils ont promis une vie, tous les 27 ans, offerte, volontairement, avec consentement. Je restais bouche ouverte. Ces mots me traversaient comme de la glace fondue. Et en échange, il ne prenait personne d'autre, il ne brisait rien. Il restait en bas. Il se redressa, tremblant légèrement. « Tu crois qu'ils voulaient ça? Tu crois qu'ils n'ont pas essayé de fuir? » Mais ils suivaient, partout. Peu importe où ils allaient, ils suivaient. Les enfants tombaient malades, les rivières séchaient, et toujours, au final, une mort, une seule. Toujours celle qu'ils choisissaient. Alors ils ont arrêté de fuir. Ils ont
Négocier. Je fermai les yeux un instant, écœuré. Donc, tu veux dire que notre ville sacrifie quelqu'un depuis plus d'un siècle? Il hocha la tête. Toujours volontairement. Toujours quelqu'un qui accepte. C'est ça, la règle. C'est ça qui garde la bouche scellée. Une colère sourde monta en moi. Et cette année, pourquoi Rick? Pourquoi les disparitions? Pourquoi tout ça recommence? Il posa ses mains sur la table. Elles tremblaient. Pas un tremblement anodin, un tremblement plein d'années de culpabilité. Parce que cette année, personne n'a accepté. Personne n'a voulu. Le comité s'est déchiré. Les jeunes ont refusé d'y croire. Les anciens sont morts. Il n'y a pas eu de sélection, pas eu de consentement, pas eu d'offrande. Je sentis mon cœur cogner violemment ma poitrine. Alors Rick a été pris. Oui. Et ça ne compte pas. L'offrande doit être voulue, prononcée, désignée. Sinon, la bouche ne s'apaise pas. Il inspira encore plus douloureusement quand il n'y a pas de choix, quand le conseil échoue, quand personne ne se porte volontaire. Il s'arrêta, ferma les yeux. Alors c'est au collecteur de choisir. Je restai figé. Le quoi? Il me regarda comme un médecin qui s'apprête à annoncer une maladie incurable. Le collecteur n'est pas un poste, c'est un héritage, une lignée, une fonction transmise de génération en génération. Une seule famille porte ce rôle. La nôtre. Je reculai, choqué. Non, impossible. Tu n'es pas en train de dire... Il hocha la tête, la gorge serrée. Si le conseil ne choisit pas, le collecteur doit dire un nom. Un seul. Le dire à voix haute, avec intention. Et la bouche se referme. Pour 27 ans. Je sentis mes doigts s'engourdir. Ma gorge se contractait. Et toi alors? Tu l'étais, toi? Tu étais le collecteur? Il baissa les yeux. Oui. Et maintenant? C'est toi. Un silence pesant s'abattit sur la cuisine. Je n'entendais plus rien. Ni le vent, ni ma respiration, ni même mon propre cœur. Juste un bourdonnement étouffé, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Il partit peu après, me laissant seul, avec cette vérité impossible, violente, grotesque. Je ne pouvais pas dormir. Je n'avais plus de sol sous mes pieds. Alors je fis la seule chose qui me restait. Je fouillai. Sous son lit, je trouvai un coffre, verrouillé, mais pas pour moi. Il utilisait toujours le même code. À l'intérieur, pas des armes, pas de plans, pas de cartes, des journaux, des dizaines, tous écrits de sa main. Les premières pages parlaient de choses banales. La météo, la saison des récoltes, les réunions du conseil. Puis les mots changèrent. Le ton changea. Ce n'était plus un père, c'était un témoin. Quand j'ouvris le premier carnet, l'odeur du papier jauni me frappa de plein fouet. Une odeur âpre, mélangée à l'encre séchée et à quelque chose d'indéfinissable, comme si la peur elle-même avait imprégné les pages. Les premières entrées semblaient presque normales. Réunion du conseil à 18h. Les jeunes contestent la tradition. Le lac a encore baissé. Bourdonnement dans les arbres au crépuscule. Puis, au fil des pages, quelque chose se détériorait.
La structure de ses phrases se distendait, sa ponctuation devenait nerveuse, agressive. Il n'écrivait plus pour un éventuel lecteur. Il écrivait pour survivre à ce qu'il voyait. Une note me fit frissonner. L'air n'est plus du vent. C'est un souffle. Ça attend. Ça écoute. Une autre. Si un jour tu lis ça, c'est que tu es le prochain. Ne laisse jamais la bouche choisir. Un choix doit être humain. Sinon, elle ouvre plus grand. Plus loin encore, des schémas, le puits, des spirales, des dents, des symboles. Une silhouette qui semblait se contorsionner en marge, comme si quelque chose observait son écriture derrière son épaule. Et au centre de plusieurs pages, un mot encerclé, souligné, gratté jusqu'à trouer le papier. Collecteur. Mon cœur battait si fort que les lettres semblaient résonner dans ma poitrine. Plus j'avançais, plus son écriture devenait délirante ou prophétique. La bouche parle sans son. Elle se glisse dans la moelle. On ne l'entend pas, on la ressent. Elle sait qui hésite. Elle sait qui refuse. Elle sait qui ment. Je sentis mes doigts trembler. Un dessin montrait une silhouette debout sur le bord du puits, des flèches pointées vers elle, vers l'intérieur. Un autre, un cercle de gens à genoux, tous tournés vers un gouffre, leur bouche cousue. Mon estomac se noua. Je refermai le carnet, mais mes yeux restaient hantés par ces images. Et c'est à ce moment-là que je le sentis. Un frisson, un souffle glacé, comme si quelque chose venait de passer entre moi et la lampe. Je me redressai brutalement. Rien. Mais l'air vibrait, comme une attente. Et là, lecteur, si toi aussi tu sens cette tension monter, cette impression qu'un secret trop lourd s'apprête à éclater, abonne-toi à Nuit d'horreur maintenant. Je te le promets, ce qui va suivre n'est que la pente descendante vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Je tentais de dormir, impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les dents, les spirales, le puits, la clairière morte, et mon nom cerclé de rouge. Je finis par sombrer malgré moi. Je ne rêvais pas. J'y retournais. Je me retrouvais debout au bord du gouffre, non pas en spectateur, mais en acteur, comme si j'avais toujours appartenu à cet endroit. En bas, l'obscurité palpitait comme un immense organe vivant, comme une cage thoracique enfouie sous terre. Des formes s'agitaient, des silhouettes de bouche, des spirales, d'os, des mains qui n'étaient plus des mains. Et au-dessus de moi, un cercle de personnes, à genoux, tête baissée, bouche cousue par un fil doré.
Lorsque j'ouvris la bouche pour crier, la bouche parlait en moi. Le coup a été accepté. Le nom doit être donné. Le collecteur doit parler. Je hurlais, mais aucun son ne sortait. Quand je me réveillais, trempé de sueur, j'entendis un clapotement étrange, comme de l'eau bouillante. Je courus à la fenêtre. Le lac. Le vieux Wakespond. Il bouillait. Toute la surface ondulait comme une marmite géante. Et la couleur, rouge. Rouge comme une gorge ouverte. Toute la nuit, il resta ainsi. Et au matin, les poissons flottaient déjà, retournés, fendus comme si quelqu'un les avait ouverts de l'intérieur. À l'aube, quelqu'un frappa à ma porte. Un coup sec, décisif. Je reconnus le juge Vessa, l'un des derniers anciens encore vivants. Ses yeux étaient rouges, sa voix rauque. Il s'assit devant chez moi, alluma une cigarette et dit sans détour : « Nous avons échoué. La bouche a cessé d'attendre. Il n'y a plus de choix humain. Alors elle s'est tournée vers toi. » Je faillis rétorquer, hurler, le frapper, mais sa voix me cloua sur place. « Tu n'es pas une offrande. Tu es l'instrument, le prêtre, le collecteur. » Je sentis mon sang se glacer. Il continua. « Tu dois dire un nom. C'est tout. Un seul. Et elle se rendort. Si tu veux, je peux même te suggérer, je le couper net. Dégage de chez moi. » Il me regarda longuement, sans colère, sans surprise. Juste une résignation. « Alors la ville mourra, et toi avec. » Il partit. L'air vibra, et je compris que quelque chose venait de basculer. La nuit suivante fut pire. Le ciel devint violet. Les arbres penchaient vers l'est, comme s'ils se tordaient sous un poing invisible. La terre trembla légèrement, par vagues. Et à 3h21 précisément, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Un seul mot. Choisi. Le lendemain matin, j'appris que Dolores Quint était morte. Paisiblement, disait-il, paisiblement. Un mot trop propre pour décrire ce que je vis moi-même lorsque je fus autorisé à jeter un dernier regard dans sa chambre. Elle était allongée sur son lit, les mains jointes comme si elle priait. En sourire étrange, figé, non pas en sourire de sérénité, en sourire de soulagement ou de renoncement. Entre ses mains était glissé un petit carton jauni avec mon nom écrit dessus comme une ultime injonction. Nomme l'élu, nomme-le avant qu'il ne soit trop tard. Je quittais la maison en titubant. Quelque chose avait commencé. Je savais où il gardait les dossiers officiels, dans l'ancien sous-sol de l'hôtel de ville, sous la partie la plus ancienne, aux murs de calcaire usés par un siècle d'humidité. L'air y était si dense qu'on aurait dit qu'il collait à la peau. Une ampoule unique grésillait au plafond, projetant une lumière maladive. Au centre de la pièce, un gros livre relié de toile, posé sur un lutrin en fer, une relique oubliée, ou en grimoire moderne, le registre de sélection. J'hésitais, puis je l'ouvris.
Les premières pages étaient des listes de noms accompagnées d'annotations âge, profession, famille, état de santé, valeur pour la communauté. Un catalogue de vie mesuré, évalué, calculé, comme du bétail. Mais au fil des pages, l'écriture changeait, devient nerveuse, plus rapide, plus humaine. On voyait les débats, les hésitations, les tentatives de justification. Puis vinrent les notes des jeunes élus, celles qui avaient scellé leur perte. Elles étaient écrites avec compassion, de gentilles phrases qui se voulaient justes. Elle est âgée, mais indispensable à sa famille. Il a encore un rôle auprès des enfants du quartier. Elle a déjà tant souffert, on ne peut pas la prendre. Il a payé sa dette à la société, il mérite une seconde chance. Page après page, aucune sélection, aucun nom encerclé, aucun consentement. La dernière page n'était pas terminée. L'écriture y était tremblante. Des noms griffonnés, puis rayés, puis réécrits, puis rayés encore. Et dans la marge, 3 messages écrits de mains différentes. Il n'y a pas de mort parfaite. Alors arrêtons de prétendre que ça vaut encore la peine. Dans ce cas, nous mourrons tous ensemble. Je refermai le livre, les mains glacées. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était du déni, un refus collectif, une ville trop moderne pour accepter la barbarie, mais trop ancienne pour s'en libérer. Et maintenant, la bouche était ouverte, affamée, et elle attendait que le collecteur parle. Cette nuit-là, je sombrais dans un sommeil fiévreux, forcé. Je descendis, non pas dans mon lit, non pas dans ma maison, non, dans le puits. Mais cette fois, il ne me repoussait pas. Il m'avalait. Je glissais, lentement, comme sur une langue de pierre. Les parois cédèrent la place à quelque chose d'autre. Des côtes gigantesques, puis des racines qui palpitèrent à mon passage, puis des rangées de bouches minuscules, respirant toutes en cadence. Et au fond, là où le silence aurait dû être absolu, une lueur organique, comme un cœur enterré. La bouche, pas un monstre, pas une créature, un concept vivant, une volonté, un besoin. Et elle me parla, pas avec des mots, avec une pression dans mes os. Le coup fut accepté. Le collecteur doit compléter le pacte. Des visions surgirent, rapides, brutales. Une ville en flammes, des enfants sans yeux, des arbres poussant à l'envers, des mares de sang sous des maisons, des corps pliés comme des marionnettes cassées. Tout avait un point commun. Aucune sélection n'avait été faite. Quand je me réveillais, je criais. Je tombais du lit. J'avais du sang dans la bouche. Je m'étais mordu la langue en hurlant. Et là, si tu lis ces lignes, si tu suis cette descente, sache quelque chose. Ce moment où le réel se fissure, où tu te demandes si tu vas trop loin, c'est là qu'il faut t'abonner à Nuit d'horreur. Parce qu'on arrive au cœur de ce que cette chaîne sait raconter mieux que personne. La vérité qui se cache sous nos pieds. Je n'avais convoqué personne, mais ils vinrent. D'abord les anciens, puis les membres du conseil, puis ceux qui avaient rayé les noms, puis ceux qui avaient écrit des notes de compassion. Ils remplirent mon salon, serré, pâle, silencieux. Le juge Vessa fut le premier à parler. C'est maintenant. Il n'y a plus le choix. Une élue, les mains tremblantes. Tu as vu le ciel. Tu as vu l'eau. Tu sais ce qui arrive. Tu dois choisir. Ma gorge se serra. Je ne choisirai pas. Pas un seul. Un silence lourd s'abattit. Puis un homme s'avança brusquement. Devlin. Le même qui avait écrit « Sa mort n'enverrait pas un bon message ». Il posa son doigt sur mon torse.
Choisis parmi ceux que tu as lus. Il y en a déjà 3 âgés, 2 malades, 1 isolé. N'importe lequel ira. Fais-le. Je serrai les dents. Si vous pouvez dire leur nom, alors dites-les vous-même. Vessa secoua la tête horrifiée. Ça ne nous écoutera plus. Uniquement toi. Je restai droit, raide, dégoûté. Alors, vous mourrez avec moi, mais je ne tuerai personne. Et c'est alors que la porte vola en éclats. La porte n'eut même pas le temps de protester. Elle explosa sous une force brute, un craquement sec suivi d'un souffle violent qui fit vibrer les murs. Tout le monde recula d'un bond. Et lui, il entra. Mon père. Pas le père fatigué de la veille, pas la version résignée de l'homme que j'avais toujours connu, non, une version hantée. Les yeux rouges, les joues creusées, les mains crispées comme des cerfs. On aurait dit un homme poussé au bord du gouffre et qui, pour la première fois, décidait enfin d'y sauter. Sa voix arriva avant lui, comme un coup de tonnerre. « Espèce d'imbécile !» Les anciens sursautèrent. Les jeunes reculèrent. Le silence se brisa comme un miroir. Et il s'avança vers moi si vite que j'eus à peine le temps de reculer. « Tu crois que tu peux refuser ? Tu crois que c'est un jeu ?» Je n'eus même pas le temps de respirer. Il me frappa. Pas une gifle, pas un geste de colère, un impact. Un vrai. Celui d'un homme prêt à écraser la seule personne capable de sauver la ville ou de la condamner. Je tombai au sol. Le parquet heurta mon crâne. Une explosion blanche jaillit derrière mes yeux. Les anciens restaient figés. Horrifiés, mais immobiles. Personne n'avançait pour l'arrêter. Il se jeta sur moi. Ses mains s'agrippèrent à mon col, me soulevèrent, puis m'écrasèrent de nouveau contre le sol. Les coups se succédaient, répétés, mécaniques. Mes oreilles bourdonnaient, ma vision dansait. « Dis un nom ! Tu dois le dire. C'est comme ça que ça marche !» Chaque phrase était ponctuée d'un coup. Chaque coup me faisait perdre un peu plus d'air, un peu plus de lumière. Je voulus parler, je voulus hurler, mais rien ne sortait. Ma gorge était serrée, écrasée par la pression de ses mains. Je vis les anciens dans mon champ de vision déformé, certains pâles, certains tremblants, certains détendus, presque soulagés. Parce qu'ils attendaient ça. Parce qu'ils espéraient que quelqu'un ferait à ma place ce qu'ils n'avaient pas osé faire. Mon père approcha son visage du mien, ses yeux injectés de sang. « Tu es le collecteur, pas moi, pas eux, toi! Alors fais-le !» Mes dents claquetaient. Je sentais le goût métallique du sang. Mon esprit vacillait, et c'est là qu'il dit la phrase qui brisa quelque chose en moi. Une phrase qu'aucun fils ne devrait jamais entendre. Pas étonnant que ta mère soit partie. Pas étonnant que moi aussi je sois parti. Tu as toujours été faible, toujours une déception. Le monde devint flou. Les sons se brouillèrent. Je sentais mes muscles se relâcher contre ma volonté. J'étais en train de partir, de glisser hors de moi-même, comme si la bouche tirait déjà sur mes os. À cet exact moment, une pensée traversa mon esprit. Claire, pure, blessée, meurtrière. Je n'avais pas besoin de condamner un innocent. Je pouvais condamner celui qui m'écrasait, celui qui frappait,
celui qui hurlait, celui qui avait abandonné, celui qui m'avait menti, celui qui maintenant m'étouffait. Mes lèvres bougèrent, d'abord sans son, puis avec un souffle, puis avec un nom chargé de colère, de douleur, de vérité. Je prononçais le nom de mon père, un murmure, à peine audible, mais suffisant, parce que ce n'était pas le volume qui importait, c'était l'intention. Tout c'est ça, le poids, les mains, les coups, la présence. D'un instant à l'autre, il n'était plus là. Pas projeté, pas tombé, pas effacé, juste disparu. Comme s'il avait été aspiré hors du monde, silencieusement, proprement, sans spectacle. Les anciens restèrent pétrifiés. Une femme porta la main à sa bouche. Un homme fit le signe de croix. Un autre tourna la tête, tremblant. Personne n'osa parler, parce qu'ils savaient, parce qu'ils venaient d'assister à la seule chose qu'ils espéraient et qu'ils redoutaient. La bouche venait de recevoir. La bouche venait d'être nourrie. Et moi, j'étais devenu ce que je n'avais jamais voulu être, le collecteur. Quand ils sortirent de chez moi, ce fut comme si la ville respirait à nouveau. Personne ne me parla, personne ne me regarda. Ils fuyaient, pas par haine, pas par honte, mais par peur, parce qu'ils savaient ce que j'avais maintenant. Un pouvoir, une malédiction, un héritage, un mot, un nom, ma voix. Et dans le silence lourd de ma maison brisée, je restais seul, étendu sur le sol, à respirer difficilement. Le sol froid contre ma joue, la douleur pulsant au rythme de mon cœur, et un seul et unique murmure qui vibrait encore dans ma tête. Le pacte est respecté. Pour l'instant, pour 27 ans. Les jours suivants furent étranges, étrangement calmes, étrangement normaux, comme si la disparition de mon père, la mort que j'avais provoquée, avait remis tous les rouages en place, comme si la ville, depuis un siècle, n'attendait que ce moment. Les arbres reprirent leur forme. Le ciel retrouva sa couleur réelle. Les lignes électriques cessèrent de vibrer. Les chiens sortirent à nouveau dans les jardins. Le vent redevint du vent, et le silence redevint un silence humain. Le lac, lui, restait rouge. Personne ne s'en étonnait. Personne ne posait de questions. La vie avait repris. Ou plutôt, les gens avaient décidé que la vie devait reprendre. La sélection reprit aussi, naturellement, sans un mot, sans me regarder. Ils se rassemblaient dans l'ancienne salle comme avant et repartaient en silence, comme des fantômes disciplinés. Je n'étais plus invité, je n'étais plus consulté, je n'étais plus même un citoyen. J'étais le collecteur, une fonction, pas une personne. Il m'évitait dans les rues. Il détournait les yeux lorsque je passais. Il changeait de trottoir, pas par mépris, par superstition, par instinct. Qui voudrait croiser le seul homme capable de sceller la bouche avec un mot? Je savais que je devais aller chez lui. Même si mes jambes refusaient, même si ma gorge se nouait. Sa maison était comme je l'avais toujours connue, peu meublée, mal rangée, silencieuse, ordinaire. Un lieu où il avait survécu plus qu'il n'avait vécu. Je marchais lentement jusqu'au salon. Chaque pas résonnait comme un rappel. C'est ici qu'il pensait.
C'est ici qu'il s'effondrait en secret. C'est ici qu'il te protégeait. C'est ici qu'il t'attendait. Sur la table basse, quelque chose attira mon regard. Une lettre, pliée soigneusement. Mon nom dessus, écrite de sa main. J'eus du mal à respirer en l'ouvrant. Si tu lis ceci, alors j'ai fait ce qu'il fallait, et toi aussi. Je suis désolé que tu aies dû être témoin de ça, et plus encore, désolé de t'y avoir forcé. Je déglutis. Mes yeux brûlaient. Je n'ai jamais voulu que tu reprennes ce rôle. C'est pour ça que je suis parti, pour t'éloigner, pour te couper de la lignée, pour te laisser une chance. Mais la ville ne laisse jamais partir les siens, et la bouche encore moins. Je serrai les dents, un souffle coupé. Tu as hésité, je le sais. Même sous mes coups, tu as hésité, et c'est pour ça que je suis fier de toi. Tu n'as pas été un collecteur, tu as été un fils. Et ça, la bouche ne saura jamais le comprendre. Je laissai tomber la lettre. Elle glissa au sol. Je m'assis dans son fauteuil, le fauteuil où il avait vécu, où il avait attendu, où il avait eu peur, et je me mis à pleurer. Pas seulement pour lui, pas seulement pour ce qu'il avait fait, pas seulement pour ce que j'avais dû faire. Je pleurais parce que je comprenais enfin. Comprendre est toujours plus douloureux qu'ignorer. Depuis ce jour, je vis, pas vraiment. Je respire, j'avance, je travaille parfois, je dors parfois. Mais une part de moi est restée là-bas, dans le puits. Une part de moi écoute encore le souffle de la bouche dans mes cauchemars. Je sais que dans 27 ans, elle se réveillera. Je sais qu'elle aura faim, je sais qu'elle attendra un nom, et je ne sais pas, vraiment pas, si cette fois je serai encore capable d'en donner un. La ville pense être sauvée, mais une ville sauvée au prix d'un homme n'est jamais sauvée pour toujours. Alors je vis avec ça, avec sa lettre, avec mon nom encerclé en rouge dans les archives, avec l'idée que je ne suis libre que dans l'intervalle des cycles. Et parfois, dans les nuits trop silencieuses, je sens la terre vibrer, je tends l'oreille, et j'ai l'impression d'entendre la bouche murmurer là-dessous. « Ah, dans 27 ans, collecteur ».